Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence portant sur les conséquences de la conduite en état d'ébriété et du textage au volant, présentée dans le cadre du Salon Visez droit du Barreau de Montréal, présenté par la Ville de Montréal et Desjardins. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Je me présente, mon nom est Sylvie Duluth, je suis avocate et je suis procureure aux poursuites criminelles et pénales. J'ai fait mon cours de droit à l'Université de Sherbrooke. Je suis un barreau de 1993. Je vous laisse le soin de calculer mon nombre d'années d'expérience. Je suis procureure aux poursuites criminelles et pénales depuis l'année 2000. Et mon domaine d'expertise est varié. Je fais des causes tant en matière de crimes contre la personne, des affaires de voies de fait, des affaires également de violence conjugale, des crimes impliquant des armes à feu, comme on connaît actuellement dans la ville de Montréal. J'ai fait des dossiers en matière d'agression sexuelle. Et mon domaine d'expertise par excellence, c'est la conduite avec les facultés affaiblies, tant par l'alcool que par la drogue. Également, des affaires de conduite dangereuse et de délit de fuite. Mon outil de travail, c'est évidemment le code criminel. On nous désigne souvent les procureurs du DPCP comme les procureurs de la couronne. Donc, essentiellement, notre rôle, c'est de représenter la société dans les causes en matière criminelle et pénale. Donc, sans plus attendre, je vous présente ma collègue, Maître Marie-Ève Tremblay. Oui, bonjour à tous. Alors, mon nom est Marie-Ève Tremblay. Je suis également panéliste aujourd'hui. Alors, pour ma part, je suis procureure de la Couronne depuis maintenant 3 ans. Ça fait également 3 ans que je suis avocate. Alors, j'ai débuté ma carrière au DPCP comme poursuivant. Pour ma part, mon domaine d'expertise se situe vraiment au niveau des affaires pénales. Alors, je travaille spécifiquement au bureau des affaires pénales, ce qui veut dire que j'agis comme poursuivant dans une multitude de lois provinciales et fédérales, mais qui ne sont pas de nature criminelle. Alors, il va sans dire que dans mon travail, je travaille très régulièrement avec le Code de la sécurité routière, pour n'en nommer qu'un. Alors, aujourd'hui, le sujet de ma partie de la conférence, ça va être les conséquences du textage au volant. Alors, on va aborder toutes les dispositions en fait applicables au niveau du Code de la sécurité routière dans le cadre de cette portion de la conférence. Alors, je redonne la parole à ma collègue Maître Duluth qui va débuter la conférence en ce qui concerne les facultés affaiblies. Donc, avant de commencer, je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos micros lors de la présentation et ce, dans le but de réduire au maximum les bruits de fond. Veuillez également noter qu'il y aura une période de questions à la fin de la conférence. Tout au long de celle-ci, je vous invite à inscrire vos questions dans la section questions-réponses qui est située tout au bas de votre écran. Nous y répondrons avec plaisir une fois la présentation terminée. Donc, le volet de ma présentation, le but de cette présentation, c'est de vous éclairer sur ce type d'infraction prévue au Code criminel, la conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool et ou la drogue. Qu'est-ce qu'on entend par conduire? Donc, la définition inscrite au Code criminel, on entend évidemment la notion de manœuvrer, de conduire un véhicule quand le véhicule est en mouvement. Quant à la notion de capacité affaiblie, tant par l'alcool que par la drogue, et ce qu'on entend par les facultés affaiblies, je vous le définirai un peu plus tôt. Mais quant à reprenons le concept de conduire un véhicule. Donc, évidemment, quand on est en mouvement sur la route, mais la conduite visée par le Code criminel comprend également ce qu'on appelle la notion de garde et contrôle du véhicule. C'est-à-dire quand le véhicule est stationné sur la route ou est stationné dans un endroit public et que le conducteur se trouve derrière le volant, le moteur en fonction ou tout autre accessoire du véhicule, qu'on parle de lumière ou les essuie-glaces. Donc, dans un tel cas, on parle de garde et contrôle du véhicule.
La conduite réfère donc tant à la conduite du véhicule en mouvement qu'à la notion de garde et contrôle du véhicule. Donc, une condamnation dans l'un ou l'autre cas auront les mêmes conséquences au niveau du code criminel. En ce qui concerne la notion de « avec les capacités affaiblies par l'alcool et ou la drogue », donc, ça réfère à l'affaiblissement au niveau de 3 fonctions. Les fonctions intellectuelles, les fonctions sensorielles et les fonctions motrices. Les fonctions intellectuelles, on réfère à la diminution des inhibitions, de l'attention, du jugement qui vont venir être altérés par l'intoxication par l'alcool ou par la drogue. Donc, avoir moins d'habilité à évaluer sa propre performance. Qu'est-ce que cela veut dire dans la réalité? C'est que souvent, on pense qu'on est en état de conduire, mais en raison du fait qu'on a pris de l'alcool ou qu'on a pris de la drogue, on est moins apte à évaluer notre performance. Au niveau des fonctions sensorielles, donc ça touche plus au niveau de la vision. La vision, une diminution de l'acuité visuelle, de la perception, de la profondeur de champ. Avoir l'impression que le véhicule se trouve beaucoup plus loin qu'il ne l'est en réalité. Il y a également la vision périphérique. Donc, il a été démontré que lorsqu'on a pris de l'alcool, le champ visuel au niveau périphérique se rétrécit. Au niveau des fonctions motrices, évidemment, conduire un véhicule automobile nécessite un travail complexe. La prise de décision rapide, demeurer vigilant en tout temps parce qu'un événement soudain peut survenir. Comme par exemple un enfant qui sort qui va provenir du trottoir pour se rendre sur la route rapidement. Il faut être en mesure de réagir rapidement. Donc, l'alcool et ou la drogue affaiblissent la capacité du conducteur à partager son attention. 2 tâches majeures, le contrôle du véhicule et le suivi de l'environnement. Donc, en résumé, la capacité de conduire un véhicule automobile requiert donc l'aptitude à effectuer les manœuvres et à prendre des décisions de façon correcte et adéquate. Comment on fait la preuve de cet affaiblissement devant les tribunaux? On a juste à penser au moment où on a vu une personne être en état d'ébriété. On n'a pas besoin d'être un expert, vous conviendrez avec moi, pour savoir reconnaître une personne qui est saoule. Je vous imagine présentement en train de sourire à cette pensée. Quels sont ces symptômes? L'exemple suivant est tiré d'une cause entendue devant la cour. Donc, les symptômes observés lors d'une conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool, je vais faire la distinction entre l'alcool et la drogue. Ça va être plus facile de comprendre. Donc, ici, il était question d'un excès de vitesse. Le conducteur était incapable de demeurer sur une ligne droite alors qu'il roulait sur l'autoroute. Un ralentissement subi du véhicule alors qu'il empruntait la voie de sortie de l'autoroute. À l'interception, le policier a constaté que la personne avait les yeux rouges, injectés de sang. Alors qu'on demande au conducteur de sortir du véhicule, le conducteur met 2 fois sa main dans le vide pour tenter de fermer la portière de son véhicule. Le conducteur, lorsque requis de remettre les documents appropriés, permis de conduire, assurance et matriculation, avait un chèque dans sa main. Il l'a regardé pendant de longues secondes sans s'apercevoir que c'était un chèque. Le conducteur avait titubé à au moins 2 reprises et évidemment, il y avait une forte odeur d'alcool qui se dégageait de l'haleine, de son haleine. Donc, des symptômes qui sont facilement observables. En ce qui concerne les capacités affaiblies par la drogue, on retrouve sensiblement les mêmes symptômes que je viens de vous énumérer. En plus de ceux-ci, on y retrouve également
les pupilles complètement dilatées, des yeux grands ouverts, un regard absent, fixe le vide, semble ne pas savoir ce qui se passe. Le conducteur bougeait très rapidement de façon répétitive, semble très nerveux, était en sueur, visage complètement mouillé de sueur. À la différence, il n'y a aucune odeur d'alcool. Peut-être que vous vous posez la question actuellement, mais qu'en est-il par rapport au cannabis? Le cannabis, c'est légal. Est-ce que ça vise le petit joint qui est consommé avant de conduire? Donc, ce que je vous dirais, c'est que selon des études scientifiques, il a été démontré que l'absorption du cannabis, et ce, dès les premières inhalations, affecte les capacités intellectuelles, crée un affaiblissement et a évidemment une incidence en regard de la conduite d'un véhicule automobile, de la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile. Donc, sur ce point-là, moi, je vous réfère à ce que je viens de vous mentionner par rapport aux altérations des fonctions motrices intellectuelles. Donc, la réponse, est-ce que c'est vrai ou faux que ça influence la conduite automobile? Juste un petit joint avant de partir. Donc, la réponse va de soi que oui, ça l'influence et non, on ne devrait jamais fumer le petit joint avant de partir conduire son auto. La capacité affaiblie par l'alcool. On entend souvent les gens dire qu'ils ont été arrêtés pour une cause de faculté affaiblie. Ils ont soufflé dans une machine, puis là, ils ont obtenu un taux d'alcoolémie qui était supérieur à la limite permise par la loi. Qu'en est-il? Les situations pratiques dont j'ai eu connaissance dans le cadre de ma pratique sont les suivantes. Le premier exemple, c'est lors d'un barrage routier et le deuxième exemple, c'est lors d'une conduite déficiente sur la route. Barrage routier. Le barrage routier, essentiellement, c'est pour vérifier la sobriété des conducteurs automobiles. Donc, les policiers vont effectuer un barrage à un endroit donné. Il y aura 2 ou 3 véhicules policiers ou peut-être plus. Donc, le policier va s'approcher côté conducteur et demande au conducteur s'il a consommé de l'alcool. Il observe pendant ce temps-là la personne. Est-ce que le conducteur a des symptômes reliés à un état d'intoxication à l'alcool? Un peu comme ceux que je viens de vous énumérer un peu plus tôt. Le policier va décider de vous faire souffler dans ce qu'on appelle un appareil de détection approuvé. L'appareil est conçu pour déceler la présence d'alcool dans le sang d'une personne. Donc, il va vous ordonner de souffler dans l'appareil de détection approuvé. Et sachez que le policier n'a pas besoin d'avoir de motif spécifique pour vous faire souffler dans l'appareil. Ça peut être dans le cadre d'un dépistage obligatoire. Donc, les résultats qu'on peut obtenir avec l'appareil de détection approuvé, on peut obtenir le résultat pass. Là, je pense que le conducteur peut être soulagé. On peut obtenir a warn comme avertissement. Donc, ça signifie qu'il y a un taux d'alcoolémie qui va varier entre les 50 mg et 90 mg. La personne va pouvoir être libérée. On peut également obtenir le résultat fail. Fail, ça veut dire que le taux d'alcoolémie va être au-dessus de la limite permise par la loi, qui est de 80 mg d'alcool par 100 ml de sang. Donc, on entend souvent 0,08 ou 80 mg, c'est la même chose. Si le résultat obtenu est fail, la personne sera placée en état d'arrestation et sera amenée au poste de police pour passer un test à l'aide de l'appareil d'ivre-sommaire. Autre scénario, conduite déficiente sur la route. Soit le policier observe le véhicule qui circule d'une manière erratique. Le véhicule va louvoyer d'une voie à l'autre, ou soit que le policier va constater une infraction au code de la sécurité routière, soit d'avoir roulé au-dessus de la limite permise, ou soit encore de rouler à une vitesse beaucoup trop basse compte tenu des lieux. C'est ce qui va attirer l'attention des policiers pour mener à l'interception du véhicule.
Autre infraction également au Code de la sécurité routière, on peut parler de passer sur un panneau d'arrêt ou une lumière rouge ou rouler les lumières fermées le soir. Donc, le policier va intercepter le véhicule et le policier, évidemment, va regarder l'allure générale du conducteur et peut-être qu'il va constater les symptômes reliés à une capacité affaiblie par l'alcool et procédera à son arrestation et amènera la personne au poste de police pour passer le test à l'aide de l'appareil d'ivresse-mètre. Au poste de police, la personne va être rencontrée, en fait, le conducteur, le suspect, va être rencontré et ce, dans le but de passer un test avec l'appareil d'ivresse-mètre pour obtenir la concentration d'alcool dans le sang. Donc, la personne sera appelée à passer 2 tests à un intervalle de 20 minutes et si le résultat est au-dessus de 80 mg d'alcool, il y aura des accusations portées et ce, en vertu du Code criminel. Qu'en est-il si les résultats sont inférieurs à 0,08? Il pourrait quand même y avoir des accusations d'avoir conduit avec les capacités affaiblies par l'alcool. Les symptômes constatés par le policier sont tels que la preuve démontre que la personne a les facultés affaiblies. Pardon. Il n'est pas nécessaire que le conducteur soit dans un état d'intoxication extrême. Même une diminution légère de ses capacités de conduire est suffisante pour établir l'infraction d'avoir conduit avec les capacités affaiblies. Il y a également les cas où on retrouve l'effet combiné de l'alcool et la fatigue. Il y a des cas également de l'alcool et la prise de médicaments qui font que la personne a les capacités affaiblies pour la conduite d'un véhicule automobile. Reprenons l'exemple que je viens de vous mentionner au niveau des faits factuels de l'interception du véhicule. Donc, je retourne en arrière et cette fois pour la capacité affaiblie par la drogue. Donc, on parlait tantôt d'un excès de vitesse, que la personne avait de la difficulté à garder la ligne droite, un ralentissement subi du véhicule, les yeux rouges, injectés de sang. Cette fois-ci, le conducteur n'a aucune senteur d'alcool qui se dégage de son haleine. Le policier, à la vue de ces symptômes, peut décider de faire passer ce qu'on appelle une épreuve de coordination des mouvements. C'est-à-dire, c'est de la coordination physique. On parle de tests, des tests qu'on appelle le test du nystagmus, donc la réaction des pupilles. On peut parler aussi d'un test de marcher et se retourner sur une ligne droite imaginaire, comme on voit un peu dans les films. On peut parler également de se tenir sur un pied, tout ça dans le but de vérifier l'équilibre de la personne. On pourrait aussi penser à d'autres tests physiques et ça, tous des tests qui sont permis en vertu des pouvoirs généraux qui sont attribués aux policiers en regard de la vérification de la sobriété des conducteurs. Si il y a échec à ces tests, le policier aura à ce moment-là des motifs de croire que la personne a conduit avec les capacités affaiblies par la drogue et procédera à l'arrestation de la personne et la personne sera amenée au poste de police. Cette fois-ci, puisqu'il est question d'intoxication à la drogue, le conducteur sera rencontré par l'expert en cette matière, l'agent évaluateur. Qui est-il? Que fait-il? C'est un expert en reconnaissance de drogue certifié qui est agréé par l'Association internationale des chefs de police. Son travail consiste en gros à détecter si la personne a les facultés affaiblies par une drogue. Et il aura à mentionner également dans sa conclusion par quel type de drogue selon son évaluation. Donc, il fera passer une série de 12 tests au suspect et ça consiste en des différents tests. Donc, il y aura un test qui consiste à prendre le pouls et à vérifier si les pupilles sont d'égale taille.
le test du nystagmus, comme j'ai mentionné tantôt, par rapport aux pupilles, un examen d'attention divisée, regroupé sur 4 thèmes, l'épreuve liée à l'équilibre, marcher, se retourner, se tenir sur un pied, l'épreuve du doigt-nez, c'est-à-dire que la personne tient la tête par l'arrière et doit porter, alors qu'elle a les yeux fermés, doit porter l'index sur le bout de son nez. Un autre examen qui consiste à prendre la tension artérielle, la température et le pouls. Un autre examen, la dilatation des pupilles à la lumière ambiante, dans l'obscurité presque totale et à la lumière directe. Le tonus musculaire, reprendre le pouls. Donc, le tout, ça prend environ 1 heure pour faire passer les tests à la personne. Si, à la fin des tests, il est convaincu que la personne a conduit avec les capacités affaiblies par la drogue, il va lui ordonner de donner un échantillon d'urine. Par la suite, cet échantillon d'urine sera analysé par ce qu'on appelle un chimiste et toxicologue judiciaire. Cette personne-là travaille au laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal. Le laboratoire regroupe différents experts tels que, outre les chimistes et toxicologues judiciaires, on retrouve des experts en balistique, en biologie judiciaire, des chimistes, de l'analyse des matériaux et également les médecins légistes, donc la Morgue de Montréal. Donc, le chimiste et toxicologue judiciaire procéderont à l'analyse de l'urine. Donc, essentiellement, dans leur rapport, 100% du temps, on va retrouver des substances d'analyse telles que métabolites de THC, c'est-à-dire le cannabis. Et on peut retrouver toute la gamme de drogues, là, cocaïne, opioïdes, fentanyl, héroïne, morphine, on retrouve tous les types de drogues. Donc, chimiste et toxicologue judiciaire. Le toxicologue judiciaire, en fait, essentiellement, c'est l'expert qui va faire un rapport sur les effets d'un tel type de drogue et l'incidence sur la conduite automobile. Vous allez voir que depuis les dernières années, pour faire la preuve, je vais vous dire que la poursuite a beaucoup d'éléments de preuve pour démontrer là, quand la personne conduit avec les facultés affaiblies par la drogue. Donc, il ne faut pas penser qu'on peut passer dans les mailles du filet, autrement dit. Donc, si on pense qu'on ne sera pas détecté, je vais vous dire que les experts sont rendus très bons. Donc, les résultats des analyses concordent généralement avec les conclusions de l'agent évaluateur sur le type de drogue prise par le conducteur en raison des symptômes et des résultats au test passé. Des accusations seront portées de capacité affaiblie par la drogue. Les sanctions. Les peines pour avoir conduit avec les facultés affaiblies par l'alcool et ou la drogue. Il n'y a pas de distinction en vertu du code criminel, que ce soit par l'alcool ou par la drogue. Donc, pour une première infraction, l'amende minimale est de 1 000 $, une interdiction de conduire minimale de 1 an en vertu du code criminel, en plus d'avoir un casier judiciaire. Pour une deuxième infraction, la période d'emprisonnement minimale sera de 30 jours, une interdiction de conduire de 2 ans. Autre sanction, il pourrait y avoir la saisie du véhicule automobile et il pourrait y avoir la saisie automatique du permis de conduire au moment même des événements, et ça pour une période de 90 jours, notamment pour les personnes dont le permis est un permis probatoire d'une tolérance 0. Les tribunaux, je dois vous dire, sanctionnent très sévèrement la conduite avec les facultés affaiblies. Il n'y a aucune excuse en 2022 pour conduire avec les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue. C'est un fléau social qu'il faut punir sévèrement. Il n'hésite pas à rendre des sentences d'emprisonnement à l'égard de ceux qui n'ont aucun antécédent judiciaire,
qui sont à leur premier démêlé avec la justice. Tout dernièrement, d'ailleurs, j'ai eu un dossier d'une dame âgée de 50 ans qui n'avait aucun antécédent judiciaire, qui a frappé une piétonne qui a été blessée et l'accusé, qui n'avait aucun antécédent judiciaire, a été condamné à une peine d'emprisonnement de 9 mois ferme. Alors, je peux vous dire que la dame était très déçue d'avoir pris la décision de conduire avec les facultés affaiblies et d'avoir blessé une personne. Donc, ce que disent les tribunaux, c'est de conduire avec les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue est considéré comme une grossière irresponsabilité à l'égard de la vie et de la sécurité d'autrui. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui arrive si moi je refuse de souffler dans l'appareil de détection approuvé? Qu'est-ce qui arrive si je refuse de passer le test de l'appareil d'ivressomètre ou encore même d'exécuter les tests ordonnés par l'agent évaluateur? Bien, il faut savoir que refuser de s'exécuter, il y aura des accusations de refus de porter en vertu du code criminel et que les conséquences sont précisément les mêmes que ce que je vous ai mentionné précédemment, c'est-à-dire une amende et une interdiction de conduire au criminel d'une année. Je dois vous dire qu'il y a une incidence d'une condamnation au criminel sur le permis de conduire, c'est-à-dire en vertu du Code de la sécurité routière, si la personne refuse de souffler, non seulement il y aura une interdiction en vertu du Code criminel, mais au niveau du Code de la sécurité routière, il y aura une interdiction de conduire de 3 ans. Je vous résume quelques causes dans lesquelles j'ai agi à titre de procureur de la couronne. Donc, on parlait ici d'une conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool, causant des lésions corporelles à 3 jeunes filles qui étaient âgées de 16 ans. L'accusé avait 18 ans au moment des événements. Donc, c'est un événement qui s'est passé. Donc, l'accusé a été sentencé en 2010, donc ça s'était passé quelques années auparavant. Le soir des événements, à 3 heures du matin, à la sortie d'un bar, un groupe de jeunes, tous âgés entre 16 et 18 ans, décident de se rendre à la résidence de l'un d'entre eux. Donc, 2 d'entre eux ont des véhicules, décident de partager le groupe entre les 2 véhicules. Donc, les 3 jeunes filles vont décider d'embarquer avec notre accusé et le reste du groupe embarque dans l'autre véhicule. Donc, chemin faisant, sur la route, empruntent une grande artère à Montréal et vont, pendant un très court laps de temps, ils vont courser à une certaine vitesse là, sur l'artère en question. Les 2 véhicules vont se séparer et notre accusé tentera d'impressionner les jeunes filles en passant sur les panneaux d'arrêt, en faisant ce qu'on appelle des drifts. Pour ceux qui sont moins familiers, c'est-à-dire qu'on utilise le frein à main, puis on enfonce la pédale à gaz, l'accélérateur à fond, de sorte que le derrière du véhicule là, va balancer de droite à gauche. Les jeunes filles à l'intérieur vont demander d'arrêter et malheureusement, l'accusé va continuer. Au bout de la route, s'apprêtant à tourner vers la droite, il va malheureusement continuer son chemin. Il va rentrer en collision avec le muret de ciment. Les 3 passagères vont être lourdement blessées, ainsi que le conducteur. Au niveau des blessures, on parlait pour l'une d'entre elles d'un traumatisme crânien sévère, de la reconstruction du bassin, hanche cassée. Quant à l'autre jeune fille, on parlait d'une hémorragie interne de l'intestin sectionné. Et quant à l'autre jeune fille, de multiples fractures, notamment au niveau du pied. Quant à l'accusé, il y a eu une fracture au niveau du pied. Son taux d'alcoolémie était de 103 mg d'alcool et je dois vous dire qu'il était sous le coup d'un permis probatoire. Donc, il lui était complètement interdit là, de consommer toute boisson alcoolique à ce moment-là. Ici, on parle d'un jeune homme, 18 ans,
pas d'antécédents judiciaires, qui provenait d'une bonne famille, qui venait tout juste de terminer son secondaire 5, qui s'en allait au cégep. Et là, sa vie a basculé, de même que celle de ses proches. Donc, il a plaidé coupable aux infractions, a été sentencé en juin 2013 à 3 ans de pénitencier, une interdiction de conduire de 2 ans. Et évidemment, il va finir avec un antécédent judiciaire. Et je vous dirai un peu plus tard les conséquences d'avoir un antécédent judiciaire. Dans l'autre cas, on parle d'une conduite dangereuse. En ayant coursé, il a causé la mort de 2 personnes et a conduit avec les facultés affaiblies. Encore ici, on parle d'un événement d'une sentence en 2007. Je vous dirais que maintenant, aujourd'hui, la sentence serait différente, serait nettement supérieure, mais tout de même, je vous relate un peu les faits. Donc, 2 véhicules qui se retrouvent à une intersection en même temps, en attendant le feu vert. Le jeune homme, l'accusé, prend place à bord d'un véhicule Hyundai, une vieille Hyundai. L'autre accusé est à bord d'un véhicule, un Crossfire, un beau véhicule, un super bolide. Quand le feu passe au vert, les 2 véhicules vont se retrouver à rouler côte à côte sur la rue Notre-Dame. L'un accélérant et l'autre accélérant. Donc, rapidement, se sont retrouvés un peu à courser ensemble, ce qu'on appellera une course spontanée. Donc, soudainement, on se retrouve un dimanche soir à rouler rapidement sur la rue Notre-Dame, rapidement dans la voie de droite, la voie dans laquelle prenait place l'accusé. Il y aura un véhicule devant lui. Difficulté, il ne peut pas ralentir suffisamment pour ne pas entrer en collision avec ce véhicule. Donc, il ne peut pas passer vers la gauche parce que la Crossfire se retrouve là. Donc, il ira prendre le champ à droite et il ira percuter un arbre qui ira démolir tout le côté droit du véhicule, le côté passager, et endroit où les 2 jeunes filles prenaient place, une côté passager avant et l'autre à l'arrière. Les 2 jeunes filles décéderont sur le coup. Elles n'avaient que 17 ans. L'accusé a eu 2 ans d'emprisonnement ferme au pénitencier, une interdiction de conduire de 3 ans. Encore ici, on parle d'une personne qui n'avait aucun antécédent judiciaire. Ces jeunes se retrouvent avec un antécédent judiciaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est une tâche à leur nom et ce pour plusieurs années. Cause une multitude de problèmes au niveau de l'emploi, de passer les douanes pour voyager. Donc, on peut dire un futur grandement hypothéqué. En guise de conclusion, donc, retenir, conduire, c'est un privilège. Il faut avoir toute sa tête pour conduire. Tel que mentionné un peu plus tôt, la conduite automobile sollicite plusieurs sens, la dimension intellectuelle, sensorielle, motrice. La meilleure façon pour éviter toutes ces conséquences, c'est d'adopter un comportement responsable. Le meilleur message que je peux vous dire est que si vous désirez boire, ce n'est pas mal en soi, eh bien, restez chez vous ou à l'endroit où a lieu le cheating. N'allez pas conduire en vous disant « je suis bien correct pour conduire ». Nous sommes les pires juges de notre situation. Ne prenez pas cette chance. Un accident est vite arrivé et détruit beaucoup de vies, incluant la vôtre. Réfléchir aux conséquences collatérales de ce type d'infraction. Les victimes, celles décédées ou celles qui porteront des lésions corporelles le restant de leur jour. Les répercussions sur l'ensemble de nos proches, les conjoints-conjointes, les parents, frères, sœurs, amis. D'ailleurs, je vous invite à aller faire un tour sur le site de la Société d'assurance automobile du Québec. Et c'est vraiment un site intéressant pour bien comprendre l'incidence de l'alcool et aux drogues et la conduite automobile. Je vous invite également à aller voir sur le site de Éduc-Alcool. D'ailleurs, depuis quelques semaines, on voit de belles publicités à la télévision. Pourquoi ne pas opter pour un chauffeur désigné, un billet de taxi payé à l'avance, dormir à l'endroit du party, écouter les amis quand on se fait dire qu'on ne devrait pas conduire.
embarquer avec les conducteurs qu'on est certain qu'ils sont en état de conduire et qui adoptent un comportement responsable sur la route. Et dites-vous qu'il n'est jamais trop tard pour appeler, je m'excuse, un ami, le grand frère, la grande sœur, ou encore même les parents. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Marie-Ève Tremblay sur le textage au volant. Je vous remercie. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. Je vais avoir une petite présentation PowerPoint à vous partager en même temps que je vais présenter là, le contenu de ma formation. Parfait. Alors, Maître Julia, pouvez-vous me confirmer qu'on voit bien le PowerPoint? Oui, on le voit bien. Oui, parfait. Merci. Bon, alors, oui, bonjour. Alors, ma portion de la conférence va être sur les conséquences du textage au volant. Par contre, vous allez voir que les comportements qui sont interdits au niveau du Code de la sécurité routière vont beaucoup plus loin que juste le textage au volant. Alors, premièrement, on va regarder ce qui est interdit au niveau du Code de la sécurité routière. Quant à l'utilisation de certains appareils. Ensuite, on va regarder ce qui est toléré. Alors, ce n'est pas encouragé, mais c'est toléré. La loi va dire dans certaines situations, on va accepter que les gens utilisent certains types d'appareils au volant, mais à des conditions très strictes. Alors, on va regarder ça également aussi. On va regarder quelles sont les conséquences au niveau du Code de la sécurité routière si on est déclaré coupable d'une infraction d'utilisation de cellulaire au volant. Et finalement, on va regarder également les conséquences parfois au niveau même du code criminel parce qu'il y a certaines situations où l'utilisation d'un téléphone au volant a mené à des accusations criminelles et éventuellement là, à des condamnations. Alors, on va débuter par ce qui est interdit au niveau du Code de la sécurité routière. Alors, depuis 2018, le législateur, qui est en fait la personne, disons, qui fait les lois, le législateur a changé l'article qui prévoit l'interdiction pour les appareils au volant et ça se lit comme suit. Donc, il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier et à tout cycliste de faire usage d'un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou pour être utilisé à des fins de divertissement ou de faire usage d'un écran d'affichage, sauf dans les cas suivants. Alors, c'est beaucoup de mots. On va décortiquer l'article ensemble. Je vais vous donner des exemples pour chaque comportement qui est interdit finalement. Et depuis 2018 également, les amendes ont vraiment augmenté là, pour l'infraction en question. On parle d'amendes qui vont aller entre 300 $ et 600 $ et on parle également de 5 points d'inaptitude qui vont être appliqué au dossier de conduite. Alors, évidemment, il va sans dire que si, par exemple, une personne a un permis apprenti conducteur de 4 points d'inaptitude, bien, une seule infraction au niveau de l'article 443.1 va entraîner automatiquement une perte du permis de conduire. Également, en cas de récidive, ce qui veut dire si jamais une personne commet à plusieurs reprises cette infraction-là, le policier va pouvoir suspendre automatiquement le permis de conduire de la personne sur le champ, donc sur la route, pendant une durée de 3, 7 ou 30 jours, là, dépendamment du nombre de fois que la personne a commis l'infraction dans le passé. Alors, évidemment, ça implique que le véhicule se fasse remorquer et toutes les conséquences qui viennent avec ça. Alors, ce n'est définitivement pas souhaitable. Alors, la loi maintenant interdit 4 comportements distincts. Alors, premièrement, ce qui est interdit, c'est l'usage du téléphone cellulaire. Alors, ça va de soi. On est pas mal tous familiers avec ça. Ensuite, on interdit également l'usage de tout autre appareil portatif conçu pour transmettre ou recevoir des informations. On interdit aussi l'usage de tout autre appareil portatif conçu pour être utilisé à des fins de divertissement. Et finalement, on interdit l'usage d'écrans d'affichage. Si on prend le premier comportement interdit, on parle de l'usage d'un téléphone cellulaire. Il y a certains exemples qui vont de soi. Si je vous donne par exemple que je suis au volant, j'ai mon téléphone cellulaire dans les mains, je regarde Instagram, je regarde Facebook, je regarde Twitter, peu importe, ou encore si je texte quelqu'un, si j'appelle quelqu'un avec mon cellulaire dans les mains, ça va de soi. Tout le monde, pas mal, est au courant que ce type de comportement-là n'est pas accepté au niveau de la loi. Par contre, il y a d'autres exemples qui sont un petit peu moins évidents. Par exemple, dans un dossier, là, en 2021, une personne avait son cellulaire sur un support dans son véhicule.
On va voir un peu plus tard que ça va être permis dans certaines circonstances. Alors, la personne a son cellulaire en fonction GPS sur son support. Le cellulaire tombe, la personne ramasse le téléphone cellulaire alors qu'il est toujours en fonction GPS et se ferait prendre à ce moment-là par les policiers. La Cour a dit, à partir du moment où vous avez le téléphone cellulaire dans les mains, qu'il est activé, qu'il affiche des informations, c'est un usage, la personne a été déclarée coupable de l'infraction. Même cas de figure où, par exemple, le téléphone cellulaire tombe au sol, je le ramasse pour vérifier si mon cellulaire a brisé ou quelque chose comme ça, je tente de l'allumer. La Cour a également considéré qu'il s'agissait d'un usage à partir du moment où on va avoir recours à une de ses fonctions ou à une information qu'il affiche. C'est un usage, c'est interdit. Ensuite, on va interdire l'usage de tout autre appareil portatif conçu pour transmettre des informations, pour recevoir, ou transmettre des informations. Alors, un exemple de ça, dans un dossier qui a été entendu en 2020, c'est une situation où une personne avait un dictaphone dans les mains. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce type d'appareil-là, peut-être pas, mais c'est un appareil qui est utilisé pour enregistrer sa propre voix. Alors, la personne dit, moi, je conduisais mon véhicule, j'avais mon dictaphone dans une main, je conduisais avec l'autre, j'enregistrais je ne sais pas quelles informations. À tout événement, la Cour a dit, c'est un appareil qui est conçu pour recevoir des informations. C'est interdit au sens de l'article 443.1. La personne a été déclarée coupable de l'infraction. Troisième comportement interdit, l'usage de tout autre appareil portatif conçu pour être utilisé à des fins de divertissement. Alors, on peut penser par exemple à des iPods, qui sont des appareils qui n'ont pas de fonction téléphonique, mais c'est vraiment utilisé pour écouter de la musique. On peut penser à des consoles de jeux vidéo. Ça va être interdit également à ce niveau-là. Une caméra photographique, tout simplement. Tout ça, ça va être des appareils qu'on ne va pas pouvoir utiliser au volant. Et finalement, ce qui va être interdit, ça va également, quatrièmement, faire usage d'un écran d'affichage. Je vais vous donner un autre exemple où, dans un de mes dossiers que j'ai moi-même amené à la Cour, une personne disait qu'elle utilisait une manette pour contrôler la suspension de son véhicule pendant qu'elle conduisait. Alors, la personne dit, moi, je conduis d'une main et de l'autre main, j'ai un appareil qui contrôle la suspension du véhicule, alors ce qui fait en sorte que le véhicule est plus ou moins haut sur la route. Et la Cour, il y avait un écran sur cet appareil-là qui affichait la pression et tout ça. Bon. Alors, la Cour a dit, écoutez, monsieur, c'est un appareil, il y a un écran d'affichage, c'est interdit. La personne a été déclarée coupable au niveau de l'article 443.1 du Code de la sécurité routière. Alors, finalement, ce qu'on peut voir, c'est que le législateur, le gouvernement veut le plus possible éliminer ou du moins diminuer le plus possible les distractions au volant parce que les distractions au volant, malheureusement, sont une des causes principales là, des accidents au Québec. En fait, des accidents tout court, c'est vraiment un fléau sur nos routes. Alors, maintenant, dans certains cas, l'utilisation des appareils vont être tolérés et je vais y aller assez rapidement parce que je vois le temps qui avance puis je vais avoir le temps de répondre aux questions si jamais il y en a qui en ont. Alors, la loi prévoit certains cas où on va tolérer qu'une personne utilise son cellulaire au volant. Et là, je fais attention quand je dis ça parce que je ne veux pas que vous vous disiez « Ah, parfait, donc à ce moment-là, je peux utiliser mon cellulaire, puis il n'y a pas de problème. » Moi, le premier conseil que j'aurais à donner, ce serait de ne jamais utiliser le cellulaire au volant pour éviter toute source de distraction. Mais dans certains cas, si jamais une personne veut absolument être en mesure de l'utiliser, ça va être permis, mais à certaines conditions très strictes, et c'est ça qu'on va voir ensemble. Alors, la première situation où ça va être permis, ça va être si une personne a un dispositif main libre. Alors, dispositif main libre, on va penser par exemple à une situation où je suis dans mon véhicule et simplement en disant appelle maman, à ce moment-là, ça peut appeler ma mère sans que j'aie besoin de regarder quelconque appareil, sans que j'aie besoin de toucher à quelconque appareil. Ça va être permis. La Cour va dire, bon, ça va, si c'est un dispositif main libre, il n'y a pas de problème, on peut l'utiliser. Et c'est logique parce que finalement, si je n'ai jamais à quitter la route des yeux, si je n'ai jamais à être distrait, c'est logique finalement que la loi le permette dans un sens, compte tenu que l'objectif, c'est d'éviter les distractions. Ensuite, le deuxième cas de figure où ça va être permis, ça va être si le conducteur du véhicule routier consulte l'information affichée sur un écran, y compris celui d'un appareil portatif, ou actionne une commande de l'écran s'il satisfait l'ensemble des conditions suivantes. C'est
évidemment, des fois, les textes de loi, malheureusement, ne sont pas toujours rédigés de façon très simple. Alors, je vais vous donner des exemples pour vous amener à mieux comprendre là, les cas où ça va être correct, finalement, d'utiliser son appareil au volant. Donc, il va falloir que la personne remplisse l'ensemble des conditions qui sont prévues à A, B, C et D ensemble. Alors, il faut que les 4 conditions soient réunies. Donc, il faut que ce soit une information qui soit pertinente pour la conduite du véhicule ou liée au fonctionnement de ses équipements usuels. Je vais vous donner des exemples un peu plus tard. Il faut que ce soit intégré au véhicule ou qu'il soit sur un support. OK? Il faut également qu'il soit placé de façon à ne pas obstruer la vue du conducteur. Finalement, il faut que la personne puisse le faire fonctionner et le consulter aisément. Alors, exemple, pour illustrer le cas de certains cas où ça pourrait être permis finalement d'utiliser le cellulaire au volant, si je regarde mon appareil dans ce contexte-ci, alors sur la photo du PowerPoint, on voit un cellulaire qui est installé sur un support et qui serait de nature finalement à ne pas troubler la conduite du conducteur. Alors, si le cellulaire est installé de cette façon-là, qu'il affiche des informations qui sont pertinentes à la conduite du véhicule, donc un GPS, à ce moment-là, c'est légitime d'utiliser son appareil de cette façon-là. Par contre, on ne doit pas le toucher, on ne doit pas le manipuler. Si jamais on le manipule, si je touche mon appareil, le seul cas où ça va être permis, c'est ce que les tribunaux ont conclu, c'est si c'est une commande manuelle qui est simple et qui est liée au fonctionnement de ses équipements usuels. Et encore là, il va falloir que l'appareil, il va falloir que la façon dont l'appareil est installé respecte les conditions que j'ai énumérées un peu plus tôt. Alors, si on reprend cette image-là avec un GPS, mais qu'on remplace le GPS par un appel entrant de cette façon-là, la Cour va dire, par exemple, dans ce cas-là, ça va être permis de simplement appuyer sur le bouton « Accepter ». Parce que finalement, c'est une commande manuelle qui est simple, qui n'est pas complexe et qui n'est pas non plus nécessairement de nature à créer une distraction au volant. Ça va en créer une nécessairement, mais c'est une distraction qui est minimale. Alors, dans des cas de commande manuelle très simples, qui vont être liés au fonctionnement des équipements usuels, par exemple, répondre à un appel, à ce moment-là, la Cour va le permettre. Maintenant, j'anticipe déjà qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, bien là, si je fais ça, puis là, si je fais ça, est-ce que ça va être permis? Mais là, ça, est-ce que ça va être permis? Posez-vous la question. Si ce que vous allez faire est de nature à vous distraire, donc si vous vous demandez, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Si vous vous posez la question et que ça va être de nature à vous distraire de votre conduite, faites-le donc pas. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. À ce moment-là, vous allez être certain non seulement de ne pas être distrait au volant, puis également donc de ne pas potentiellement causer d'accidents et de causer de préjudice à vous ou aux autres, mais également vous allez vous assurer de ne pas être dans une situation infractionnelle qui pourrait entraîner l'émission de constat d'infraction. Alors, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Posez-vous toujours cette question-là. Puis si la réponse est oui, je vais être distrait au volant, que ce soit légal ou non, la meilleure option, c'est de tout simplement ne pas le faire. Finalement, on va regarder rapidement des situations où l'usage d'un cellulaire au volant a mené à des accusations criminelles. Alors, dans certains cas, comme je le mentionnais, les conséquences vont se limiter au niveau, disons, administratif, là, au niveau de la Société de l'assurance automobile du Québec, donc au dossier de conduite. Par contre, dans certains cas, l'usage du cellulaire a mené à des distractions importantes à un point tel où il y a eu des accidents, où il y a eu des blessés, même des morts, et où les gens ont où l'accusé, finalement, dans ces circonstances-là, a eu une peine d'emprisonnement pour cette infraction-là. En fait, l'infraction dont je vais vous parler à l'instant. Alors, dans cette décision-là, la décision Crépeau de 2018, c'est une situation où une personne avait envoyé un texto. Alors, la personne conduit sur la route, prend une courbe pendant qu'elle conduit. Il y a un autre véhicule qui s'en vient en sens inverse. L'accusé manque la courbe parce qu'il est distrait par le texto qu'il est en train d'envoyer, cause un face-à-face avec la moto qui s'en venait dans le sens inverse. La victime qui était sur la moto a subi plusieurs blessures très graves là, au niveau corporel. Et dans ce cas-ci, la personne là, a eu 12 mois d'incarcération, alors de prison, 12 mois de prison, et également une interdiction de conduire tout véhicule à moteur pendant une période de 3 ans. La personne avait été accusée de négligence criminelle causant des lésions.
Alors, dans ce dossier-là, le juge a dit, bien, le fait de texter, même si c'est bref, et là, je ne vais pas lire l'ensemble des 2 paragraphes que vous voyez à l'écran, mais ce que le juge dit finalement, c'est, même si c'est une distraction qui est très brève, qui n'est pas d'une longue durée, il n'en reste pas moins que c'est un acte qui est d'une témérité déréglée. Alors, c'est téméraire à un point tel qu'on considère que c'est une négligence criminelle et la personne a été déclarée coupable et, comme je le mentionne, a eu une peine d'emprisonnement. Alors, des fois, un geste qu'on peut considérer comme étant banal, de dire « Ah, ben j'envoie un texto, c'est pas criminel. » Un instant, dans certains cas, avec un certain contexte, avec une trame factuelle qui, malheureusement, peut mener à des conséquences très graves. Dans ce genre de circonstances-là, ça peut être un geste qui est de nature criminelle. Alors, c'est vraiment un pensez-y bien, puis posez-vous la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine de l'envoyer, ce texto-là? La réponse, c'est probablement non. Et ensuite, en ce qui concerne la décision de carrière, c'est un dossier dans lequel l'accusé avait envoyé plus de 30 messages textes pendant qu'il conduisait, a causé un accident. Il y a eu 2 blessés importants et également une personne qui est décédée suite à l'accident. Et dans ce dossier-là, l'accusé a eu 4 ans d'emprisonnement et cette personne-là n'avait aucun antécédent judiciaire. Alors, c'est la première fois qu'elle faisait face au système judiciaire. Et malgré ça, la Cour a dit on doit mettre l'emphase sur la dissuasion de ce type de comportement-là. Alors, la personne a écopé de 4 ans d'emprisonnement et d'une interdiction également de 3 ans de conduire tout type de véhicule à ce moment-là. Alors, je vais passer rapidement sur les risques. Évidemment, comme ma collègue Maître Dulude en a parlé dans sa portion, dans sa portion de la conférence, pour ce qui est de l'utilisation de cellulaire au volant ou de tout autre appareil qu'on a vu tantôt, ça va nécessairement affecter notre capacité de conduire, ça va affecter les réflexes qu'on a, ça va affecter notre temps de réponse si jamais il y a un accident qui se passe devant nous, si jamais il y a un véhicule qui nous coupe. Donc, nécessairement, l'utilisation d'un cellulaire au volant ou de tout autre appareil au volant, ce n'est pas souhaitable, tout simplement parce que le fait de conduire, c'est une grande liberté, mais ça vient avec des grandes responsabilités, autant pour nous que pour les autres. Puis quand on est distrait d'une façon ou d'une autre, bien, nécessairement, on n'est pas en mesure d'assumer ces responsabilités-là et d'être aussi prudent et diligent qu'on devrait l'être. Et finalement, pour ce qui est des solutions, évidemment, ça va de soi, mais moi, je vous le dis, s'il y a un texto ou un appel qui est important à faire à ce point tel que vous vous dites « je ne peux pas attendre de le faire », bien, stationnez-vous, attendez, prenez la prochaine sortie, stationnez-vous, faites votre appel à ce moment-là, utilisez votre appareil à ce moment-là. Si vous vous dites, bien, ce n'est pas si urgent que ça, je n'ai pas vraiment besoin de faire l'appel ou le texto tout de suite, bien, attendez tout simplement d'arriver à votre destination, puis ça peut éviter tellement de problèmes puis tellement de conséquences dramatiques dans certains cas. Également, la fonctionnalité ne pas déranger qui est maintenant sur la grande majorité des appareils. Donc, si on conduit, bien, on ne reçoit pas nos notifications. Et finalement, il y a une dernière option qui serait le texteur désigné, qui est une option un peu à laquelle on ne pense pas nécessairement, mais qui peut être assez intéressante dans l'optique où si j'ai un passager avec moi, avec mon passager et mon cellulaire, et finalement, si jamais il y a des textos qui rentrent ou des appels, que ce soit lui qui soit en charge de les prendre. Et sur ce, je vais terminer ma portion de la conférence en vous montrant un petit vidéo de la SAAQ. Alors, on va pouvoir le démarrer. Je vais arrêter mon partage d'écran. Ma fille, elle a un gros défaut, c'est qu'elle texte en conduisant. Elle sait que c'est dangereux, mais elle fait pareil. Puis ça, bien, ça m'insécurise beaucoup, surtout que là, ça vient me chercher. Puis même si je dis de pas texter au volant, il le fait quand même, puis je sais pas quoi faire. Je m'engage à utiliser le cellulaire du conducteur sans poser de questions ni porter de jugement sur ce dont je suis témoin. Je m'engage à ne pas utiliser mon cellulaire en conduisant et à le remettre à mon texteur désigné. All right. Moi, ce que je dois faire, c'est... Quoi? Ta mère te texte en passant, je t'ai pris un rendez-vous chez le doc pour ton petit problème. Oh my God, mais tu me juges tellement! On a un code! Frérot te dit, encore merci pour l'autre soir, tu m'as vraiment sauvé. Les parents seraient vraiment pas fiers. De quoi qu'ils seraient pas fiers, tes parents? Papa, tu peux pas poser de questions. Oh, je peux excuser. J'ai reçu un texte de ta maman. J'ai retrouvé ta doudou. Je l'ai lavée, elle est sur ton lit, cœur, rose, cœur. Ok, dis merci maman Madou. Merci. Arrête, t'as pas le droit de juger, t'as signé un contrat tout à l'heure. What the
Tony Lachance. Non, elle t'a pas vu le message. Genre, Tony Lachance, mon ex. Content de t'avoir vu en fin de semaine. Je réalise que tu me manques. J'arrête de parler. Contrat! C'est Yann qui t'a écrit. Qu'est-ce qu'il dit? Son ami se cherche un modèle pour un projet de photo, portrait nu très payant. Oui, ça m'intéresse. Ah ouais. Le code. On arrive! Je suis content de mon expérience. Ça a vraiment été plus facile que je pensais. Sachant que j'avais un texteur désigné, j'ai pu me concentrer sur la route. Une chance qu'il y ait un code d'honneur. Alors, voilà, c'est sur ça que je vais mettre fin à ma portion de la conférence. Dernière petite chose, j'ai oublié de vous mentionner, là, dans la dernière décision dont je vous ai parlé, là, la personne qui est décédée ainsi que les 2 blessés, l'accusé avait été accusé de négligence criminelle causant des lésions, mais également de négligence criminelle causant la mort. Alors, c'est dans ce contexte-là que la personne a écopé là, de 4 ans d'emprisonnement, notamment compte tenu là, de la gravité de la conséquence qui a été de causer la mort de quelqu'un. Alors, c'est ce qui complète la formation à proprement parler. Je sais que le temps est assez avancé. Il est déjà 12h42. Par contre, s'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez nous les poser. Je sais qu'il y a une option Q&R, là, alors questions-réponses. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent se lancer, qui avaient des questions, là, autant pour moi ou pour Maître Dulude. Ne soyez pas gênés. D'accord. Alors, je prends pour acquis à ce moment-là qu'on a été d'une clarté tellement flagrante que personne n'a de questions, que c'était très clair. Je ne sais pas, Maître Dulude, si vous aviez d'autres éléments dont vous vouliez parler. Non, mais par contre, je voulais lancer une invitation à ceux qui sont présents aujourd'hui. Donc, si devenir avocat fait partie d'un de vos choix de carrière et si les fonctions du procureur aux poursuites criminelles et pénales vous intéressent, moi, je vous invite à communiquer avec moi, puis on pourra peut-être organiser un moment ensemble pour démystifier mes fonctions. Merci. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais dire que c'est ce qui conclut la conférence d'aujourd'hui. Alors, on voulait vous remercier tout le monde pour votre participation. En fait, votre participation passive, mais je suis convaincue que vous avez bien écouté, que j'espère du moins que vous avez appris des choses aujourd'hui, autant au niveau des constats avec les facultés affaiblies que le textage au volant. Et également, on vous encourage à ne pas manquer les prochaines activités du Salon Visée Droit. Pour tous les détails, consultez la programmation officielle en vous rendant au salonvisédroit.com. Je vous invite d'ailleurs à consulter fréquemment le site puisqu'il y a d'autres activités là, qui vont être ajoutées au cours des prochaines semaines. Et je vous confirme également que la conférence sera disponible en rediffusion sur le site web du Barreau de Montréal et les réseaux sociaux du Salon Visée Droit. Encore une fois, merci beaucoup pour votre présence. C'est très apprécié et on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup à vous.